Dès mon arrivée dans le désert du Wadi Rum, je me suis fait un ami. Ok. Hop, hop. Et youp, encore un petit. Voilà. Ok, hein. J'adore. Il s'arrête pour manger. C'est assez curieux parce que j'ai moins peur des chameaux que des chevaux. Hey. C'est très agréable comme mouvement, c'est un mouvement de balancement très doux. Puis j'ai rien à faire surtout. Alors que sur le cheval, il faut le guider. Là j'ai un chamelier qui Sophie, l'emmène. you can catch? Tu peux prendre la corde du chameau, Sophie? Ah, I can? Je peux? Yeah, yes. You can Oui, tu peux le guider. I can drive it? Tu peux conduire? Oh, oh. Hey. Moi qui disais que j'avais rien à faire, ça tombe mal. Hey, تعال. Et s'il se met à courir, je fais quoi? What shall I do? Oui, ça arrive. You want? En Jordanie, je vais partir sur les traces des Bédouins, prendre la route des caravanes et découvrir la terre des nomades. Sympa, hein? Yes. Dans son camp, au milieu du désert, je rencontre Mater. Il est bédouin, il vit dans le Wadi Rum. Et voilà, il est couché. Hello. Hello. Comment ça va? Bien, et vous? Quite Bien. fine. Good. Yeah. Yes. Very good. C'était un bon chameau. So now Tu me suis? yeah. Oui. Yeah. Je vous emmène au camp? Yes. Jusqu'au début du siècle dernier, les Bédouins vivaient surtout du commerce. C'est par la Jordanie que transitaient les marchandises en provenance d'Inde et d'Extrême-Orient. Aujourd'hui, ils se sont sédentarisés, mais certains d'entre eux vivent encore dans le Wadi Rum. Dans le désert, la nuit tombe en seulement quelques minutes. Vous sentez le sable sous les pieds? C'est doux, hein? Oui, c'est très doux. C'est comme à la plage. Oui, je peux sentir le feu et l'entendre aussi. C'est C'est ici qu'on va cuisiner? Yes. Oui, juste devant vous. Ça, c'est le zorb. On va mettre les légumes dessus. Je peux le toucher? Yeah, yeah. Ah, il y a le poulet déjà. There is a chicken? Yeah, here's a- Oui, c'est un poulet. And there is a- Et les légumes sont là. here. You put Vous and pouvez les here. mettre dessus. Okay, so I put Je mets tout? Yeah, you Oui, put vous this mettez on tout top, dessus. yeah. Yeah, Ici. yeah, we do it together. Alors, des carottes. Carottes, Oignons, tomates. And It's a typical, C'est un plat typique de votre pays? this is Over your typical country? dish. Oui, la plupart du temps, on s'en sert dans le désert. Tous les Bédouins qui vivent dans le désert ont un zorb comme ça, pour faire à manger quand ils veulent. Maybe we should. Yeah, this is, yeah. Okay. So, Great. Parfait. it is the... And then we go Et to maintenant, on met ça au feu. Yes. And you Allez, go- on le you porte un open peu. a little bit. Ça pèse un âne mort. Yeah, and you... C'est très lourd. Yes. You come in front, On arrive devant. and now you... Vous m'aidez? Oui, je suis avec vous. Yes. Oh, okay, you can feel the fire now. Voilà, vous sentez le feu maintenant? So we put Alors, on le met Inside the dans le sable. برميل. It's a kind of... Ah, d'accord. عدنا Espèce de grande marmite. And this Et cette chose-là, on la met dans le sable. Oui, dans le sable. the sand, yeah. قلنا هذا. We cover On all le this. couvre, Parfait. comme ça. Yeah. C'est très rigolo de cuisiner dans le sable. This one, you see. Avec ça, vous voyez. Une espèce de couverture. Yes, exactly. Exactement. Now you can start. On peut putting commencer à the sand. recouvrir de sable. Here. Yeah. Just, okay. Here. Now it is like. Maintenant, c'est comme une grande dune. On peut faire du ski. Are you sure Vous êtes sûr qu'on va le retrouver? Yeah. Okay. Yeah. We have to put Il faut en mettre plus ou ça suffit? It's okay. finish. Non, c'est fini. And how long Et combien de temps ça cuit? Does it take? 1 hour. 1h30 maximum. Maximum. Okay.
En attendant que ça cuise, ma mère m'emmène boire du thé autour d'un feu. كف كف يا حلوة تعالي محمد عبد تسمع Tu le fais? No, I cannot. Ah non, je sais pas faire ça. I cannot. What does this song tell? Qu'est-ce que c'est, cette chanson? De quoi elle parle? Vous savez? Oui, bien sûr, vous savez. Could you tell me? Ça parle d'amour. Ah, and Habibi, and Habibi. Ah baby, oui. Great! Parfait, c'était magnifique, merci beaucoup. شكرا beaucoup. شكرا beaucoup. شكرا beaucoup. شكرا كثير. كثير? شكرا كثير. Ok. شكرا كثير. Le dîner est prêt. On va le chercher? Bonne idée, je vous suis. I follow you. Okay. So On arrive. Donnez-moi la main. Yeah. Je prends la pelle. Vous take Pour enlever le sable. Yes. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Hein? Yes, it's Oui, c'est chaud. Yeah. Ici c'est tiède, vous pouvez mettre la main. Yes. أخبص معي. Ça brûle. Yeah. Seems to be very hot. Ça doit être très chaud à l'intérieur. Oui, c'est chaud. هيزيح غاد. وي كان هنا بالشكل لا بيرفكت ها. Parfait. وكاتش Yeah. Attention, c'est chaud. I suppose it's Je hot, suppose yes. que c'est chaud, oui. Great. Je l'ai. On va le poser sur la table. Ok, ça. Here is Here's the... Ici, c'est la table. and the dish. On met le plat dessus. Thank you so Merci much beaucoup de to partager share avec with moi me votre mode de vie your way of life. C'est un plaisir. It's a pleasure. et votre cuisine. It smells so Ça good. sent tellement bon. C'est un plaisir de cuisiner avec vous. Merci. So you were born Alors, vous êtes né there, ici? in this part yeah. of the country? I born in Oui, je suis né dans un village du Wadi Rum. And your father was a Bedouin? Et vos Your parents father, étaient your bédouins. My grandmother? father, yeah, Oui, they're ils étaient Bedouins. bédouins. And how did Et comment ils vivaient did they live when you quand vous were étiez a petit? little boy? When we were young, we live in the desert. Quand My j'étais father jeune, had like il vivait dans le 400 désert. sheep and goats. Mon père avait He used 400 to bêtes. move from Des place moutons, to des place, chèvres, depends of et il the se rain déplaçait en and fonction des pluies et des so pâturages. they changed the place On bougeait always. tout le temps. And you now, Et vous, you maintenant, live in the vous same êtes place sédentarisé. and you haven't to move Vous ne anymore bougez plus. to live. No, I live in Non, je vis au in the village. Yeah. Now it's more people, they Aujourd'hui, live les in the Bédouins village sont because sédentaires of à cause de l'école. the school, you know. Uh-huh. Because now it's pledged Aujourd'hui, from l'école est obligatoire en Jordan, Jordanie. the children, they have to go to Tous les the enfants school. doivent y aller. What do you Qu'est-ce que like vous aimez in dans le the désert? What is your Pourquoi vous why restez do you ici? stay here? I like the quiet, J'aime le calme, the freedom la liberté in the desert. qu'on a dans le désert. Vous vous sentez libre? Vous comprenez, se sentir It's libre, really like the wind. libre comme le vent. Still On in a the ça dans le blood, sang. Really? Vraiment? You think Vous it's pensez que c'est dans votre sang? Of course. Bien sûr, oui. I can't Je ne peux survive pas a vivre long très longtemps time loin out. du désert. Should be in the J'ai desert besoin d'y sometimes. retourner. Au réveil, le silence autour de moi est total. Impossible pour moi de me repérer grâce au bruit. Alors Pongo, ton premier réveil dans le désert, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas comment tu vas me guider dans le désert, mon chien. C'est pas gagné, hein. Tu vas juste me faire éviter les tentes, c'est tout. Toi aussi, tu vas perdre tes repères.
Je repars vers le nord pour remonter 2000 ans en arrière sur les traces des Nabatéens. À une centaine de kilomètres au nord du Wadi Rum se dresse le site de Petra. Une mission archéologique permanente continue de fouiller cette cité antique. Elle est dirigée par Christian Auger, un archéologue français installé en Jordanie depuis des décennies. Bonjour Sophie, bonjour Pongo. Bonjour monsieur Auger. Christian Auger. Enchanté. Bonjour. Il n'est pas très poli, il vous regarde même pas. Mais elle a pris. Alors dites-moi, ça y est, nous voilà à Petra. Nous sommes même au milieu, au cœur de l'ancienne ville de Petra. Les Nabatéens étaient le peuple arabe qui donc était installé à Petra. Et Petra était la capitale de leur royaume. Cela se passe dans la période que nous appelons hellénistique, quelques siècles avant Jésus-Christ. Enfin, entre 4 et 3 siècles ou 3 siècles avant Jésus-Christ, nous ne savons pas très bien. Et cela dure jusqu'à la conquête romaine au début du 2e siècle après Jésus-Christ. On peut s'approcher, On peut s'approcher. Alors nous allons descendre par le petit chemin que suivent les chameaux, les bédouins, les ânes, les touristes. Et les chiens maintenant. En avant. Tenez, donnez-moi la main. Hop, oui. Le chien descend. Voilà, il y a une marche dans l'autre sens, là. Je vous fais passer entre les blocs. Merci. Si Pongo veut bien suivre. Oui, il n'a pas l'air d'avoir très envie. Et voilà, nous y sommes. Tenez, vous avez ici un très beau bloc, qui effectivement a des traces d'outils. Par exemple, ici, des stries, des traces de brochage absolument régulières. Elles sont très régulières, encore profondes, on peut vraiment bien les toucher. Après avoir travaillé ici près de 30 ans, en tout cas en Jordanie, est-ce que vous avez encore des émotions fortes de chercheur ? Oui, bien sûr, c'est quand nous tombons sur des petits objets de la vie quotidienne. Nous avons trouvé ici, sous la place même, des murs de maisons qui sont probablement de l'époque où les Nabatéens se sont installés ici, à l'époque hellénistique. Donc ça, c'est tout à fait émouvant. Tout ce qui nous ramène à l'humain, finalement, c'est ce qui vous touche. La vie quotidienne des maisons. Oui, tout à fait. Les fouilles ont commencé en quelle année ? Les fouilles de notre mission ont commencé en 99. Et les fouilles, de manière générale, à Petra, quand est-ce qu'on a découvert cette ville ? Alors, la ville a été découverte en 1812. On va célébrer l'an prochain le bicentenaire de la découverte, de la redécouverte de Petra par les Occidentaux, bien entendu. Et alors, au bout de 200 ans, on trouve toujours des choses. À votre avis, qu'est-ce qu'il vous reste à trouver ? Il reste à trouver certainement plus de 90% du site, car bien que les archéologues n'aient pas chômé depuis le début du XXe siècle, il reste énormément à découvrir. À Petra, un monastère monumental se cache au sommet des rochers. Mais il se mérite. Il faut monter plus de 800 marches pour l'atteindre. Et là, on est où ? Je sens un écho. Qu'est-ce qui nous entoure ? Oui, nous sommes dans le Wadi Edder, c'est-à-dire une sorte de défilé. Je ne vais pas pouvoir faire l'ascension, donc je vous présente Aurore Ham. Bonjour, enchantée. Merci beaucoup, en tout cas à vous, je vais vous libérer. Alors, du coup, je suis très content d'avoir circulé avec vous et je vous souhaite une bonne mise en jambe pour l'ascension. Très bien. Alors on va tout droit, c'est ça ? On va tout droit. Allez, gros chien. C'est parti pour 800 marches. Alors, ça va toujours ? Ça va. Pongo a l'air d'aller bien aussi. Ouais, il s'en sort. On en est où, là ? On est un peu plus de mi-parcours. Donc, on voit le bout. Le plus dur est fait. Exactement. On
est Pourquoi on arrivé. descend? T'es en train de me faire une blague là, non? C'est ça, en fait, on a fait marche arrière. J'étais bernée. En fait, on est arrivé. Ah, Et voilà, le Der monumental. Et c'est quelques 50 mètres de haut. c'est fou, à l'époque, je sais pas comment ils ont emmené toutes leurs pierres et leurs... Alors, À dos de quoi on sait? On a une idée? alors, Dos de chameau, dos d'âne, dos d'homme, dos de... ils sont pas trop foulés, si je peux dire. C'est que de part et d'autre, Il y avait des montagnes? de part et d'autre, ils ont extrait le grès. Ah, d'accord. Et alors, Der, ça veut dire monastère, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce qu'on priait ici? Qui a fait quoi? Enfin, Alors, il y a deux écoles. Soit on pense que c'est un tombeau, soit on pense que c'est un temple, mais on penche vraiment davantage pour le temple dédié à un roi qui a été divinisé, qui s'appelle Obodas. d'accord. Et pour ce qui concerne la datation, on peut dire que c'est du 1er siècle après. D'accord. Je vais vous faire toucher la partie inférieure de l'une des niches qui composent les deux baies. Et niche, pourquoi on appelle ça niche? Ça servait à quoi? Niche à piédestal pour éventuellement y placer des statues. D'accord. Donc qui se trouve bien au-dessus de nous. Tout à l'heure, Décorative ou votive, on sait pas. Décorative ou votive, on ne sait pas trop. Donc ça participe aussi au décor d'ensemble. Et au mystère. Et au mystère, exactement. Voilà, il faut encore avancer un petit peu. Là, mais ça a l'air haut. Je vois l'ombre du mur, c'est mauvais signe. Oui. Donc, Et je fais comment? allez-y, je vous C'est ça. regarde faire. Il est où le baudrier? Donc C'est drôle parce que finalement, on sait peu de choses sur ce monastère. Il y a pourtant des centaines et des centaines de gens qui viennent le voir, enfin des milliers. C'est ça. C'est ça, ça participe au mystère. On sait, tout à l'heure, je vous disais que c'était éventuellement le 1er siècle, mais on n'est pas forcément sûr. Donc ça prouve qu'on a encore du travail à faire et ça justifie complètement le fait qu'on soit là. Bon, bah, on se donne rendez-vous dans quelques années pour la suite des trouvailles. Inch'Allah. Et puis en attendant, Inch'Allah, on va descendre. Ça devrait aller. Voilà. Il est impossible en Jordanie de ne pas faire escale sur les rives de la mer Morte. Elle est tellement salée qu'aucune espèce ne peut y vivre. À cause du sel, on flotte sans faire le moindre effort. Je vais tenter l'expérience. C'est vraiment très rigolo, c'est pourtant vrai qu'on flotte. J'y croyais pas vraiment avant de tester. Et on a beau essayer de mettre les pieds sous l'eau quand on fait la planche, il n'y a rien à faire, il remonte tout seul. Et l'autre chose très marrante, c'est que quand on a de l'eau de cette mer morte dans les mains, c'est fait comme si c'était du gras, comme une espèce de crème. Je redescends vers le sud, pour cette fois-ci plonger dans une mer au fond sous-marin bien vivant, la mer Rouge. Aqaba est l'un des plus beaux sites de plongée du monde. Abdullah va me faire découvrir ce monde sous-marin que je ne connais pas. We're so close. On est tout proche. Peut-être qu'il vaudrait mieux qu'on s'arrête avant d'avoir les pieds mouillés. Encore quelques pas, voilà. Je vais laisser mon chien en liberté. Va jouer. Alors, c'est une très belle journée aujourd'hui. Oui, c'est vrai. On est sur un très beau site de plongée, un des plus beaux. On l'appelle le jardin japonais. On va entrer dans l'eau juste devant nous, ici. Yes. Tout doucement. À quelle profondeur on va descendre? Normalement, le maximum autorisé, c'est 10 mètres. Mais on va y aller doucement. En général, on reste entre 5 et 6 mètres. Oui, parce que vous savez, mes oreilles, c'est vraiment très précieux. Je veux les garder en bon état. Je comprends. Parce que je veux pas avoir deux problèmes à la fois.
J'ai choisi les yeux. Bien sûr, je vais prendre soin de toi. On va respirer sous l'eau doucement, profondément et de manière continue. On se relaxe bien. Une fois qu'on sera habitué à respirer, ce qui prend 1 ou 2 minutes, alors on commencera à bouger sous l'eau. Si tout va bien, tu me fais le signe OK avec ta main. Tu fais OK avec tes doigts. Comme ça? Oui, tu fais OK, comme un O, c'est ça, le signe OK. D'accord? Si tu as le moindre problème, tu bouges la main de droite à gauche, comme ça. Si tu veux remonter, tu lèves ton pouce vers le haut, comme ça. Si tout va bien et que tu veux descendre, tu me fais ce signe. On va aller tout doucement, on ne descendra pas d'1 mètre tant que tes oreilles ne passent pas. On ne force pas, on y va doucement, pas besoin d'aller profond, ni de se presser. Doucement, doucement. Comme vous dites en français. Comme ça, doucement, doucement. Ça va? Great. Perfect. Yes. Ça va. I am ready to go. Je suis prêt à y aller. Bon, bah, au revoir, mon chien. Peut-être à jamais, peut-être à tout à l'heure. Amuse-toi bien sur la plage en attendant. C'est énorme. Sophie, ça va? C'est énorme. Merci beaucoup. You like it? Ça t'a plu? C'était une expérience magnifique. Tu as aimé alors? Yes. Very good. Super, excellent. Mais on a vu tellement de poissons, tellement de choses. C'était incroyable, je suis tellement contente. Tu t'es bien débrouillé. Excellent work. Je suis comme une gamine. Tu es une plongeuse parfaite. Okay. Just stay like this. On a fait une plongée très sympa, très intéressante. Il y avait beaucoup de choses sous l'eau. Il y avait plein de choses que j'avais jamais vues avant. La toute première chose qu'on a vue au début, c'était un poisson trompette. C'est un animal étrange. C'est un poisson très amical. Okay. C'est une des expériences les plus intéressantes que j'ai vécues et comme à chaque fois, en fait, dès lors que le langage du corps prend le pas, c'est toujours beaucoup plus fort parce qu'on ne pouvait pas se parler. Donc on communiquait juste en se serrant la main, en montrant du doigt, je veux bien descendre, tout va bien, etc. Et pour moi, c'est une expérience extraordinaire. Et au moment, la première chose qui m'a fait toucher, en fait, c'est le sol et l'espèce de lichen qu'il y a au fond de la mer. Et quand je l'ai touché, il était tellement content de pouvoir me le montrer, j'ai senti comme un... Voilà, il m'a serré la main, on était tout contents tous les deux. Et le premier poisson, c'était la première chose que j'ai touchée, en tout cas qui était vivante. C'était juste énorme. C'est juste le bonheur. We are good now. I cannot really keep my leg anymore. Ça. Tiens. What's your Je name? suis de Paris, je m'appelle Sophie. What's your name? Sophie. Sophie. And the kelp is Pongo. Bundok. Pongo. Oh. Apparemment, ils n'ont jamais vu de dalmatien. Pongo n'aura jamais vu autant d'enfants de sa vie. D'un coup. En Cisjordanie, ce qui m'intéresse avant tout,
c'est de partager l'énergie du peuple palestinien et de comprendre sa détermination à préserver sa culture. À Bethléem, je me laisse guider par les sons. À l'appel du muezzin se mêle le son des cloches. C'est l'heure de la messe à l'église de la Nativité. Et le père Stéphane m'attend déjà. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à la basilique de la Nativité. Merci, frère Stéphane. Vous êtes la bienvenue, donc on est rentré. La communauté commence déjà à pénétrer dans l'église. Je suis presque en retard, je crois. Non, mais on a 2 minutes, on va vite rentrer. Bon, alors tout va bien. Bienvenue. Merci. Venez. Allez, mon chien, devant. C'est la première fois que j'assiste à une messe en arabe. Bonjour, voilà. Eh bien, ça s'est bien passé? Eh bien, écoutez, pour moi, oui, et pour vous? Ben aussi. Bon. Venez, on va aller visiter la grotte de la... Avec plaisir. Il dit que Dieu vous bénisse. Merci. Là, vous avez la rampe. C'est bon, merci. Allez, va. Le père Stéphane m'a promis de me montrer la grotte où la Vierge aurait donné naissance à l'enfant Jésus. Il n'y a pas beaucoup de rampes, mais il n'y a pas de rampe. Ça n'est pas utile. Il y a une dizaine de marches. Là, vous êtes arrivé, c'est fini. Alors, arrivez, justement. Voilà. Arrivez où? Décrivez-moi. Donc, nous sommes arrivés dans la grotte de la Nativité. Donc, en fait, c'est par cette entrée que la Vierge Marie et Saint Joseph sont rentrés dans la grotte. Et au fond, tout à fait au fond, derrière le mur, c'est là que la Vierge a enfanté. Pardon pour ma question cartésienne, oui. Mais on a des preuves archéologiques ou historiques de Alors, oui, ces affirmations? Vous avez raison. Alors, on ne remonte pas au jour de la naissance de Jésus. Il n'y avait pas de journaliste, il n'y avait pas de télévision à cette époque-là. Mais c'est bien dommage. C'est dommage. On aurait peut-être eu les images du siècle. C'est vrai. Ou du millénaire même. C'est vrai. On les aurait eues, mais on ne les a pas. Et donc, mais tout ce qui est scientifique converge. Ce qui est scientifique, c'est l'archéologie et la littérature, et là, ça converge. Pour les chrétiens du monde entier, c'est dans cette grotte que tout aurait commencé. Et c'est pour ça qu'une basilique a été construite juste au-dessus. Et alors, pendant la messe, moi, ce qui m'a frappé aussi, au-delà de la messe elle-même, c'est qu'on a entendu l'appel à la prière pour les musulmans, du muezzin. Vous aussi, vous l'avez sans doute entendu. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Eh bien, il faut penser que le Moyen-Orient est vraiment ce melting pot. Vivent ici ensemble chrétiens, juifs et musulmans. Il y a 5 fois par jour la prière des musulmans. Donc parfois ça correspond avec une prière liturgique. Lorsque le pape Jean-Paul II est venu en Terre Sainte en l'an 2000, après l'homélie du pape sur la place, il y a aussi l'appel à la prière des musulmans. Donc ça peut paraître un petit peu surprenant vu d'Occident, mais vu d'ici, eh bien, ça manifeste bien à quel point les communautés sont imbriquées les unes avec les autres. Qu'on ait ou non des croyances religieuses, c'est un petit peu difficile de venir à Bethléem sans faire un détour par l'église de la Nativité. Alors voilà, j'aurais assisté une fois dans ma vie, et la seule, sans aucun doute, à une messe dans cette église. Je m'éloigne un peu du cœur de cette ville bruyante. Une autre réalité de Bethléem m'attend. Ce sont les camps de réfugiés. Je me dirige vers le nord pour me rendre au camp d'Aïda. C'est l'un des plus grands et des plus anciens du pays. Il abrite 5000 personnes. C'est Abdel Fattah qui sera mon guide dans ce camp.
C'est pas encore, ça c'est au printemps, ça, non? Ça sent rien pour l'instant. Ouais, il y a une petite fleur là. On a des coiffeurs ici, c'est 10 shekels. C'est utile. Ça peut toujours servir. Salam alaikum. C'est un peu comme une ville dans la ville, un camp. Vous diriez ça? En fait, le camp, c'est une identité à part. Ce n'est pas affilié aux municipalités, il n'y a pas de service municipal, c'est sous la supervision de l'ONU. D'accord. Il a été créé sur un terrain loué pour 99 ans. Donc on n'est pas propriétaire des terrains. D'accord. Et ce qui fait que les gens sont dans le temporaire, toujours. On considère qu'on n'est pas chez nous. Et tant qu'on n'est pas chez nous, on continue à revendiquer aussi notre droit au retour. Là, en fait, on est devant une des maisons qui a été construite en 1956. Voilà. C'est une des premières maisons du camp. Et si tu montes, voilà le toit. Tu vois, l'épaisseur du toit est de 12 cm. L'épaisseur de mur est de 7 cm. L'espace est autour de 9 mètres carrés. Il n'y a pas de colonne de soutien. Donc, c'était construit aussi dans le temporaire. On voit des maisons qui sont assez rapprochées, qui ne voient pratiquement pas le soleil. Ah là, c'est très étroit, par exemple. On sent que ça fait quoi, 2 mètres? Oui, voilà, c'est ça. Pas tout à fait. J'ai pas tout à fait le bras assez long. Moi, personnellement, j'ai pratiquement tout. Ouais, vous avez le bras long. Bah voilà, c'est ça la différence entre vous et moi. Voilà. Donc, certains il y a des problèmes de salubrité, non? Quand c'est étroit comme ça, sombre. Oui. Oui, je pense qu'il y a le problème de salubrité, il y a le problème de santé, il y a le problème d'allergie et d'asthme, un peu. Puis c'est surtout, il y a le problème de manque de vie privée, quoi. Abdel Fattah dirige un centre culturel palestinien très réputé, le centre Al-Road. Il a installé ses locaux en plein milieu du camp, dans la maison de ses parents. Donc là, on arrive pratiquement à la maison de mes parents. D'accord. Là, en fait, je te fais montrer les traces de balles. Le 25 octobre 2001. Toutes les traces dans une même journée. Voilà. Là, il a quoi, ici, 5, 6. Donc ce jour-là, en fait, on avait un ami français qui était en train de filmer l'invasion israélienne. Et ils ont tiré dessus. Donc il a été blessé. Et je prenais mon sac de secours pour aller le voir. Le temps que je pointe le nez dehors, ils ont commencé à tirer. J'ai 4 petits cousins blessés et un cousin qui a été tué pendant ce jour-là. Cette rue, à un certain moment, c'est devenu la rue de la mort. Et c'est là où il y avait ces 2 pièces de 16 mètres carrés. On a commencé avec la danse, avec le théâtre essentiellement. On va essayer de rentrer par la porte. Attention. Hop, je baisse la tête, non, ça passe. Il faut descendre un peu, voilà. Quand il y avait le couvre-feu, le centre se transformait en une clinique d'urgence, parce qu'il n'y a pas de clinique dans le camp. Vous êtes né ici et vous parlez un français impeccable. Comment ça se fait? Je suis né ici, oui. Le secret, que j'ai eu une bourse pour continuer mes études en France, où je suis resté 9 ans, en fait. Et j'ai fait mon doctorat de génie biologique médical, mais mon cœur était avec le théâtre, avec l'art, la peinture, la photo. Mais du théâtre, de la peinture, de la photo, vous auriez pu en faire en France? Ah oui, mais je suis rentré en Palestine en pensant que la Palestine n'attendait que moi pour la sauver. Alors voilà. Je pensais qu'avec le théâtre, qui est un des moyens les plus beaux, les plus civilisés, les plus profonds, les plus non-violents, on peut s'exprimer. Et c'est pour ça que vous êtes rentré faire du théâtre ici plutôt que... Voilà. Parce que, comme je dis, le théâtre est un des moyens de construire la paix en soi avant de parler de la paix avec les autres. Raconter son histoire, sa version de son histoire. Penser qu'on peut changer le monde, créer des miracles sans besoin d'avoir un fusil pour tuer tous les autres. Rester en vie. Nous voulons que nos enfants, comme vos enfants, puissent grandir, puissent
être éduqué, puis tomber amoureux, créer un monde, parce qu'aucun parent au monde ne fait des enfants pour les voir mourir. Et c'est pour ça, cultiver cette culture de paix, d'amour, d'espoir et de vie. Donc là, on arrive au jeu. Enfants qui jouent avec plein de jeux, c'est ça? Oui. Essayer de donner un peu d'enfance, le temps pour les enfants de jouer un peu, s'amuser. Ça marche bien apparemment. Ils ont voulu s'amuser, ils sont nombreux. اصحي حبيبتي اصحي حبيبتي. Alors là, c'est un cours de danse, c'est ça? Là, on est en cours de danse. Là, c'est une danse, normalement, ça s'appelle Dabka. Mais là, on le fait en contemporain, en fait. أهلين سلام هاي صوفي Bonjour. Salam. Donc إذا بتقدروا تعطوها Tu pourrais lui donner une petite leçon, quelques conseils? Ah, elle aimerait participer. Oui. Voulez-vous essayer? Pourquoi pas? Mais je ne suis pas du tout une bonne danseuse. Juste histoire de voir ce que vous faites avec vos pieds. أفرجيها كيف تسوي فجريها eventually. Essayez de plier les genoux un peu en marchant. Voilà. Plie et tombe. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. On va t'engager, hein? Je crois qu'il y a du boulot, hein. Salam. Salam, attention, ça monte. Marhaba. Donc là, c'est Salim. Bonjour, Sophie. Bonjour, Sophie. Alors là, elles font des gâteaux déjà? Voilà. Avancez les chaises. Très bien, merci. Alors l'Aïd, c'est la grande fête. Voilà. 2 ou 3 jours avant la fête, les familles se réunissent et petit à petit, elles commencent à faire les pâtisseries ensemble. Comme ça crée une ambiance un peu festive déjà. Tout le monde offre ça, le café, le thé, les pâtisseries, les sucreries, les bonbons. Et alors comment ils s'appellent ces petits gâteaux là qu'elles fabriquent? Ils ont un nom ceux-là par exemple? Comment ils s'appellent? Karak. Karak. Voilà, karak avec les dates. Là, tu mets la date, et on la met pâte une date de date là-dedans. D'accord. Et on referme. Voilà. Et après, tu le fermes. هاتي بس تشوفها أول تشوفها أعطيها واحدة. Là, c'est un des motifs, tu vois. Ah. Et tu vois, ça fait un dessin. Ah oui. Et on appuie. Voilà. On va le sortir. Sur la table. Ah, voilà. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Il y a beaucoup de monde. C'est l'occasion où, normalement, tous les querelles finissent. Tous les gens qui ont des disputes doivent vraiment se réconcilier.
pour que vraiment ça soit l'amour, la fraternelle relation entre les gens, quoi. Parfois c'est difficile parce que, par exemple, j'ai des hommes qui ont des filles qui sont mariées au sud d'Hébron. Alors imaginez combien de jours elles passent pour aller d'un coin à l'autre. L'année prochaine, que tu seras parmi nous et que nous allons tous à Jérusalem aussi célébrer la libération de tous les prisonniers et la terre est libre. Inch'Allah. En attendant, Abdel Fattah et tous les habitants du camp continuent de vivre derrière ce mur de 8 mètres de haut qui sépare la Cisjordanie d'Israël. Il y a des murs qui sont beaux parce qu'ils ont une histoire, parce que c'est des murs anciens, parce que c'est des murs antiques qui nous ramènent aux hommes du passé. Et il y a des murs qui font mal quand on les touche et quand on est à côté d'eux parce qu'ils servent à rien d'autre qu'à séparer des peuples qui ont pourtant plus d'un point commun. Et s'ils arrivaient à se rencontrer sans vouloir dire des banalités, et si on faisait tomber les murs, la vie serait quand même tellement plus simple. Juste à côté du mur, je vais rencontrer Maha dans sa boutique. Elle loue des robes traditionnelles palestiniennes. Bienvenue Sophie. Bonjour. Je suis très contente que vous soyez là. Je suis désolée de vous déranger. Là, j'habille une mariée. J'essaye de lui ajuster une robe traditionnelle de Bethléem. C'est une très jolie robe en soie. Hello. When will you get married? Quand est-ce que vous vous mariez? Samedi. Ah, samedi prochain. Félicitations. Merci. Maintenant, vous êtes prête? Bon, alors, vous avez déjà votre robe. Oui. Elle a choisi la robe de Bethléem, comme celle de sa grand-mère. Et j'ai l'original qui date de plus de 100 ans. Les fils sont faits d'or et de soie. Et j'essaye également de lui faire porter ce joli chapeau. C'est un chapeau très très ancien. Vous devez avoir une toute petite tête. Parce qu'il est tout petit ce chapeau. Et c'est de l'or? C'est de l'or, oui. Il y a aussi de l'argent et des pierres. Ça lui permet de voir à quoi elle va ressembler le jour de son mariage. Celui que vous avez choisi est le sien. Je le trouve très beau. Nous allons aussi lui donner des bagues. Donc vous les louez? Vous ne les vendez pas? Non, c'est mieux de louer les robes. Parce que comme ça, je conserve tout. Si nous les vendions, nous ne retrouverions jamais les mêmes pièces. Ça fait partie de ma vie maintenant. Et je pense que c'est très important d'œuvrer pour son pays, pour sauvegarder sa culture. C'est aussi votre avis? C'est pour ça que vous avez choisi de porter une robe de Bethléem? Pourquoi c'était si important pour vous de porter une robe qui ne soit pas moderne, sans rien de spécial? Pour me rappeler de ma grand-mère. Oula. Yes. Oh, good. Thank you very much. Welcome. Je vous en prie. Ce sont des tasses à thé arabes typiques. Cups. Yeah, cups, small cups, yes. And also I can serve you. Et je vous offre également une date. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Je les mange à la place du sucre. Quand avez-vous ouvert cette boutique? Je l'ai ouverte en 1991, au début de la première intifada, quand j'ai compris que c'était une autre forme de combat, pour montrer que cette terre appartient à des gens. Ce n'est pas une terre vide. Ce dont les femmes prennent le plus soin, ce sont leurs robes. Car chaque robe est associée à une ville ou un village de Palestine.
Vous pouvez savoir d'où une femme vient rien qu'en regardant sa robe, car l'histoire de son village est écrite dessus. J'ai plus de 40 femmes qui font de la broderie, car c'est le seul travail qu'elles peuvent faire de chez elles quand elles ne s'occupent pas de leurs enfants et quand elles ont le temps. Donc vous êtes très engagée. Vous menez beaucoup de combats pour défendre votre culture. Oui, c'est une autre manière pacifique de lutter pour la paix, pour montrer que ce peuple a droit à son indépendance. Impossible de repartir sans avoir goûté aux fameux falafels. Mais pas n'importe lesquels. Ah, bonjour. Bonjour, Allah. Ça va bien? Allah a pris la relève de son père et de son grand-père pour tenir le restaurant de falafel le plus réputé de la ville. J'ai hâte qu'il me livre tous les secrets de ses recettes. Les épices sont là. Dans les falafels, on met du poivre et du persil, des pois chiches, des oignons, de l'ail, une grosse quantité de persil. Ah, du persil, d'accord. Là, dedans, il y a le houmous, c'est ça? Il y a quoi dans la machine? Ah oui, d'accord, il y a les pois chiches. Ah, c'est drôle, on met entier les oignons, l'ail. Merci. Alors là, il y a une quantité de persil phénoménale. En fait, vous faites rien, c'est la machine qui fait tout. Oui, aujourd'hui, c'est la machine qui travaille. Mais dans le temps, on éminçait tout à la main. On mixait chacun des ingrédients à la main. On n'avait pas de machine, pas d'électricité, ni tout le confort d'aujourd'hui. La machine nous facilite le travail et surtout nous fait gagner du temps. Après, pour être sûr que le mélange est bien homogène, vous allez le malaxer avec vos mains. Ça vous fait rire. Et votre grand-père, pourquoi il a eu l'idée de faire des falafels plutôt qu'autre chose, même en cuisine? Au départ, mon grand-père était boulanger à Jaffa. Quand il est arrivé à Bethléem, il a commencé petit à petit. Il n'avait pas du tout de falafel ici. Aujourd'hui, on remercie Dieu, car le restaurant a très bonne réputation dans tout le pays, parce que c'est très bon. D'accord. Alors, vous prenez ça dans votre main. Je suis pas gauchère pour dessous. Vous prenez la cuillère dans l'autre main. Oui. Et vous mettez la pâte dedans. Et là, on met dans l'huile. Là, ça y est, la pâte est dans l'huile. Fatou, ça a tout fait. Oula, il en a porté plein. Ah, je reconnais bien le goût de mes mains. Non, je plaisante, ils sont très beaux. Bien sûr. C'est quoi l'étape d'après? C'est d'ouvrir plein d'autres restos partout dans le monde? Oui, on a ce projet en tête. C'est la suite logique. On pense à l'avenir et bien sûr, on aimerait avoir plusieurs restaurants. Mais à tout moment, la situation du pays peut se détériorer. Et on n'aura plus de touristes. Et le tourisme, c'est ce qui fait marcher l'économie ici. Tout est lié. En cas de problème, les gens ne pourront plus travailler et n'auront donc plus de quoi nourrir leurs enfants.